La migration est au centre de l'actualité partout dans le monde. Elle n'a jamais autant alimenté les fantasmes, les peurs et les polémiques que cela charrie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ici à Marrakech, en marge des Atlantic Dialogues, M. Richard Danzinger, directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bonjour, M. Danzinger. Bonjour, Barker. Alors, première question, M. Danzinger. Comment comprenez-vous que cette question de la migration alimente autant de fantasmes un peu partout? Bon, il y a plusieurs raisons. Peut-être la première, c'est la dimension de la migration. Chaque année, il y a de plus en plus de gens dans le monde entier qui quittent leur pays pour un autre. Nous le voyons par exemple dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est visible ou ce dont on parle dans les médias, c'est ceux qui vont vers le nord, vers Libye, Algérie, même Europe. Mais évidemment, dans l'espace économique de la CEDEAO, les gens se déplacent tout le temps pour trouver du travail, etc. Malheureusement, il y a cette peur humaine de l'autre. Et encore plus malheureusement, c'est facile pour des politiques, pour des démagogues, d'utiliser ça pour leur fin politique. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit même en Afrique de l'Ouest ou par exemple en Afrique du Sud. On l'a bien vu, bien que là, le gouvernement essaie de calmer les gens. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un besoin de migrants. L'Europe a une population qui vieillit, on a besoin de jeunes. S'il y a plus de travail à Lagos, ben c'est normal que quelqu'un va aller à Lagos. Il va quitter, je ne sais pas, Cotonou. Donc c'est quelque chose de très humain. Ce qui est super en Afrique, c'est ce nouveau accord de libre-échange continental avec le protocole de libre circulation. L'intégration économique et politique, je pense, c'est clé pour l'avenir et la mobilité, c'est un morceau clé de ça. Oui, apparemment, il y a beaucoup, on en parlait de fantasmes et de clichés et même d'idées reçues par rapport à certaines études, dont certaines ont été faites par l'OIM, d'autres, je pense, par la Fondation Mouy Ibrahim, qui montrent à la stupéfaction de beaucoup de lecteurs qu'il y a énormément de clichés par rapport au nombre d'émigrés, par rapport aux besoins réels de l'Europe, par rapport à tout ça. Comment comprenez-vous ça? De nouveau, c'est malheureusement la migration et les politiques de migration ne sont jamais basées sur l'évidence, sur les faits. C'est basé sur je dirais, de l'idéologie, de clichés, comme vous dites. Il n'y a pas tellement d'Africains en Europe. Je pense que c'est 9 millions sur une population de 300 ou 400 millions. Et quand on dit africains, beaucoup sont d'origine africaine et sont européens maintenant. Bon, je pense que de plus en plus, on voit des bateaux, on dit c'est des gens pauvres, ils viennent prendre notre argent, prendre nos services publics, ce qui n'est pas vrai. Une étude, par exemple, qui a été faite aux États-Unis, démontre que les Mexicains, même ceux qui sont en situation irrégulière, payent plus en impôts qu'ils reçoivent en services publics, éducation, santé et tout ça. Donc voilà, on maudit l'étranger quand souvent l'étranger est une partie fondamentale de l'économie de la société. Et donc, est-ce que cette instrumentalisation de la question des migrants n'est pas au cœur de la montée, par exemple, du populisme à laquelle on assiste un peu partout en Europe oui, et ailleurs? Mais absolument, même le Brexit, et moi je suis britannique, je suis quand même étonné qu'une des raisons majeures que les gens qui voulaient quitter l'Union européenne, une des raisons majeures citées, c'est on a trop d'immigrants qui viennent chez nous. Donc c'était même pas des questions économiques. Mais si vous allez en Angleterre, dans un restaurant, je vous défie de trouver un Anglais. C'est un Polonais, c'est un Français, mais ils ne prennent pas le travail d'un Anglais. Ça veut dire que les Anglais ne veulent pas faire ce travail. Donc oui, je ne veux pas dire que c'est basé sur des mensonges, mais c'est basé sur des illusions
sur de la fausse information, souvent, ces politiques. En Afrique, malheureusement, terre de prédilection de beaucoup de drames auxquels on assiste dernièrement et qui donnent des images terribles dans l'actualité. Malgré la prévention, malgré les discours, malgré les accords avec l'Union européenne, on voit encore que des centaines de jeunes continuent d'aller périr en mer. Est-ce que c'est un échec global pour tout le monde? Je dirais oui que c'est un échec global, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le titre de cette émission, c'est l'humain au cœur, la migration. On a tendance de mettre des migrants dans des boîtes. Un réfugié, c'est un migrant économique. La plupart de ces gens, parlant de l'Afrique de l'Ouest, ils ont des raisons. S'il y a 100 000 migrants, vous allez trouver 100 000 raisons pour lesquelles ils partent. Alors, pour plus d'opportunités, certes. Souvent, il peut y avoir des pressions familiales ou des autres raisons très personnelles. Beaucoup de jeunes, quand je leur parle, ils me disent qu'ils en ont marre d'être dans un pays avec des inégalités, où ils ne peuvent pas trouver du travail parce qu'ils n'ont pas la bonne piste, ils ne connaissent pas quelqu'un, ils viennent peut-être de la mauvaise région. Donc, c'est souvent des jeunes qui ont au moins une éducation secondaire, si pas plus. Ils ont des licences, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils veulent aller quelque part où ils peuvent gagner leur vie sur leur propre mérite et pas sur qui on connaît, etc. Alors, en direction des politiques publiques en Afrique, vous êtes directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs politiques en font assez en termes de prévention pour gérer de manière globale cette question qui est une préoccupation majeure pour ces États? Je pense depuis les derniers 3-4 ans, oui. Depuis, plus ou moins depuis La Valette. Je pense que les États de l'Afrique de l'Ouest, les gouvernements, ils font du bon travail. Ils font du bon travail sur la prévention, envoyer des messages, tout en sachant qu'ils doivent aussi faire attention. Autant que la migration est politisée en Europe, c'est la même chose en Afrique de l'Ouest. Si un chef d'État, par exemple, ou un chef de gouvernement dit carrément, bon, vous ne pouvez pas partir, c'est illégal, on va vous empêcher, et parler de manière, disons, contrôlante, la population, les électeurs ne vont pas être contents non plus. Donc, ils doivent aussi faire un peu attention. Et ça, c'est une chose que je pense souvent en Europe, on ne comprend pas les contraintes politiques en Afrique de l'Ouest. Moi, je dis toujours que depuis le sommet de La Valette, je trouve quand même que les États ouest-africains ont fait plus de pas vers les Européens que vice-versa. Il faut quand même mettre en place, ouvrir plus de canaux légaux de migration. Vous savez à quel point c'est difficile d'avoir un visa. Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est une grande frustration, et pour les gouvernements, et pour les individus, quand on les empêche de voyager. On en parlait de remettre de l'humain au cœur des migrations, mais tout à l'heure, en off, quand on discutait, on oublie aussi qu'il y a une migration animale qui est aussi au centre d'une très grande problématique que vit le Sahel actuellement. Alors effectivement, dans le Sahel, une des causes profondes de la montée de l'insécurité, de l'extrémisme violent, c'est ce conflit grandissant entre les éleveurs et les agriculteurs. Avec la désertification, il y a moins de pâturage, moins de points d'eau. Ça mène à des conflits qui, historiquement, il y avait des mécanismes traditionnels pour résoudre ces conflits. Maintenant, ça marche beaucoup moins bien. Et on a des extrémistes à côté qui sont prêts à sauter dessus dès qu'ils voient une opportunité, quelqu'un qui est frustré, qui est fâché, pour le remonter, peut-être lui donner des armes et tout. Donc nous travaillons
avec les associations des éleveurs, Mali, Niger, Burkina, et avec les agriculteurs, pour essayer de, pour faire le tracking du bétail, mettre en place des systèmes d'alerte précoce et aider à mettre des forums de dialogue entre les deux communautés. Alors, est-ce que vous estimez dans vos prévisions que bientôt les États africains seront à niveau, en tout cas qu'il y a des efforts encourageants en dehors des résultats du sommet de la Valette, pour pouvoir, sinon mettre un terme définitivement à ces départs traumatisants de centaines de jeunes qui meurent. Mais quelles sont les politiques que, à votre avis, ces États peuvent mettre en place pour essayer d'endiguer le phénomène? Ou bien est-ce que c'est inéluctable, c'est la marche normale du monde qu'il y ait de la circulation de part et d'autre? Bon, il va toujours avoir de la migration et de la circulation. Il va toujours avoir une partie irrégulière. Alors, certainement, par exemple, le Niger, ils deviennent beaucoup plus sévères sur la migration irrégulière, sur le trafic. Ça a aidé à diminuer les flux. Les activités de prévention que nous faisons en Afrique de l'Ouest avec nos partenaires dans les gouvernements, ça aide aussi. Nous utilisons souvent les jeunes hommes qui reviennent de Libye pour parler à leur père, pour expliquer les risques qu'il y a. Donc tout ça, c'est bon. Je parlais tout à l'heure de l'accord continental de libre-échange, c'est bon aussi, mais ça doit commencer, le libre mouvement doit commencer au niveau sous-régional. Par exemple, le CEDEAO qui a ce protocole. Il reste quand même pas mal de travail à faire pour mettre en œuvre ce protocole. La libre circulation y est, mais la libre, je dirais, résidence et autorisation de travail, c'est moins bien mis en place. Par exemple, il y a beaucoup de migrants dans la CEDEAO, dans les secteurs informels, dans les mines et tout ça, qui font du travail sans aucune protection, sans aucun accès aux règles de l'État, enfin aux lois, aux services de santé, etc. Donc ça, je pense que la CEDEAO, c'est déjà, je dirais, le meneur en Afrique, le modèle pour la libre circulation, mais il y a encore beaucoup à faire. Ok. Alors, M. Danziger, c'est sur cette note que prend fin cet entretien. Merci infiniment de nous l'avoir accordé. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci à vous.